Dans Solo Leveling, au Japon, d'énormes camions-bennes déversent des quantités massives de cristaux magiques dans les rues. Yuri Orlov affirme que 200 000 tonnes de cristaux de mana devraient suffire à alimenter le cercle magique. Le Russe explique qu'il va d'abord ériger une barrière magique, encercler la porte, puis ajouter l'énergie nécessaire grâce aux cristaux de mana. Ensuite, le cercle magique puisera sa propre énergie. Cependant, quelque chose cloche, dit Yuri. Un agent lui demande s'il y a un problème et le chasseur de rang S précise que ce n'est pas lié au cercle magique. Il a plutôt l'impression que quelqu'un rôde dans les parages et demande « Qui es-tu ? Montre-toi » alors que le maître des barrières s'écrie, demandant ce qui se cache là alors qu'il scrute l'horizon. L'agent se demande si quelqu'un oserait encore traîner dans les rues alors qu'une rupture de donjon est imminente. Mais Yuri précise qu'il n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une personne. Perché sur un toit, Sung Il-wan, l'homme retrouvé dans un donjon et qui a affronté le monarque du givre, complimente les sens aiguisés de Yuri. Il remarque que ce n'est pas surprenant vu d'où vient sa force. De toute façon, il ajoute que tout commence enfin. Tout se déroule exactement comme le veut cette tragédie prédéterminée. Pendant ce temps, les forces militaires japonaises et leurs machines de guerre sont en état d'alerte. Kanae demande à quoi sert l'armée, puisque leurs armes n'ont pratiquement aucun effet sur les monstres. Sugimoto lui explique que si Yuri Orlov échoue, ils devront gagner du temps pour permettre aux chasseurs de la première ligne de se préparer à l'affrontement. Kanae compare leur situation à celle de chair à canon et Sugimoto lui répond qu'ils ne sont pas si différents, car en première ligne, ils verront directement à quel point les humains sont impuissants face à une catastrophe. Alors que Yuri et l'agent s'approchent de la porte, le Russe annonce que si tout se passe bien, il pourrait gérer seul le portail de rang S. Il ajoute qu'il aimerait être reconnu comme l'homme qui a vaincu un portail de rang S en solo. Pourtant, il existe déjà un chasseur plus digne de ce titre. En débouchant une bouteille, un agent lui fait remarquer que l'alcool n'est peut-être pas une bonne idée, mais Yuri écarte l'objection d'un revers de main. Il affirme qu'il s'agit simplement d'un toast pour détendre l'atmosphère avant de livrer le plus grand spectacle que les agents aient jamais vu. Il demande combien de chasseurs de rang S sont en attente et trouve qu'ils sont 15. C'est peu comme public, dit-il. Ensuite, il s'interroge sur ce que font les États-Unis et demande s'ils n'ont vraiment envoyé aucun chasseur de rang S en renfort. L'agent lui répond qu'un portail de rang S est apparu dans le Maryland et que 2 autres ont surgi en Angleterre, en Inde et ailleurs. Yuri fait une remarque. Chaque pays doit être sous pression avec le manque de main-d'œuvre lorsque soudain l'agent reste bouche bée en voyant la porte rouge commencer à s'ouvrir. Et l'arc continue. Après que Jin se soit évanoui suite aux événements intenses du double donjon, il se réveille en regardant le plafond et s'assoit, se demandant s'il est à l'hôpital. C'est à ce moment que Jin-ho entre, excité de voir Jin éveillé, et commence à pleurer, lui demandant pourquoi il s'est réveillé si tard. Il mentionne alors que Jin est resté inconscient pendant 3 jours, ce qui alarme Jin, qui s'interroge à ce sujet. Jin-ho le confirme, tandis que notre protagoniste réfléchit à toute la fatigue qu'il a dû accumuler, surtout qu'il n'a pas pu se reposer. De plus, il n'arrive pas à chasser de son esprit la scène de la guerre. À cet instant, il se rappelle et demande à Jin-ho ce qui s'est passé avec le portail de rang S apparu au Japon. Jin-ho devient sombre. Les chasseurs et l'armée étaient terrifiés en voyant des géants émerger du portail. La peur s'intensifie car ces géants sont de très haut niveau, équivalents aux boss de portail de rang A, et ils commencent déjà à apparaître. Yuri Orlov les méprise et utilise sa magie de barrière, absorbant l'énergie des cristaux et la canalisant autour du portail de rang S pour former un champ de force. Un géant frappe la barrière, mais Yuri rit, se moquant d'un monstre provenant d'un simple portail de rang A qui pense pouvoir briser sa protection. C'est alors qu'une main surgit, repoussant le petit géant sur le côté, ce qui fait douter le Russe. Un titan colossal se dresse devant le portail, poussant Yuri à voir son grand-père lui faire coucou de l'autre côté du tunnel. La créature dégaine son épée et tranche la barrière en 2. Et cet arc continue. Le père de Jin-ho se réveille d'une sieste et demande à son employé combien de temps il a dormi. Celui-ci l'informe qu'il était inconscient pendant 23h40 et qu'ils étaient prêts à l'emmener à l'hôpital s'il ne s'était pas réveillé après 24 heures, comme il l'avait ordonné. L'employé annonce alors 2 informations importantes. Premièrement, un patient s'est réveillé du sommeil éternel et il s'agirait apparemment de la mère de Jin-woo. Il se demande alors si Jin possède la capacité de guérir le sommeil éternel avant de demander quelle est la seconde nouvelle. Son employé ouvre la porte et présente une jeune femme. Alors que les deux commencent leur conversation, la scène se déplace au Japon, où Yuri Orlov hurle en tombant dans la gueule d'un géant, se faisant engloutir d'un seul coup dans une vision terrifiante. Les tanks tirent sur les monstres,
bombardant les géants tandis que des hélicoptères déversent leur artillerie depuis le ciel. Sugimoto, debout en contrebas, donne l'ordre à son équipe d'attaquer. Minoru et Kanae entrent en action. Kanae prévoit d'aveugler le géant, pensant qu'il ne pourra plus suivre leurs mouvements s'il ne peut pas voir. Cependant, en un éclair, le géant riposte, balayant son épée dans leur direction et forçant les chasseurs de rang S à esquiver de justesse. Kanae est choqué, incapable de comprendre comment la créature peut être si rapide malgré sa taille. Pendant ce temps, un hélicoptère survole la scène terrible, retransmettant les événements en direct depuis Tokyo. Et le massacre continue. Jinwoo regarde le massacre qui se produit au Japon à la télé, se disant que cela pourrait bien ressembler à ce qui s'est passé sur l'île de Jeju. Il se dit qu'il doit se dépêcher pour aider, mais une voix familière l'arrête en lui disant de ne pas y aller. Jin se retourne pour voir sa petite sœur qui lui répète une fois de plus de ne pas partir. Il lui demande ce qu'elle veut dire et elle lui répond qu'il est sur le point de partir. Avant de baisser les yeux, silencieux et triste. Cependant, Jin nie tout cela, se levant et lui disant qu'il ne va nulle part, qu'il a trop travaillé ces derniers temps et qu'il prévoit de se reposer un moment. Il la rassure en lui caressant la tête. Plus tard, seul dans un parc, Jinwoo invoque Beru, qui le salue d'abord par « Votre Majesté » avant de se corriger en l'appelant « Mon roi ». Le monarque des ombres lui reproche de regarder des dramas au lieu de garder un œil sur Jinna. « Je suis au courant », dit-il. En lui demandant comment va sa petite sœur, l'insecte répond que son comportement est normal, mais Jin commence à soupçonner qu'elle pourrait avoir développé un traumatisme, car elle ne l'a jamais empêché de partir, sauf lors de son premier raid il y a 4 ans. « Que dois-je faire ?» pense-t-il, marchant sur le trottoir. À ce moment-là, un véhicule s'arrête à côté de Jin. Et cet arc continue. Abonne-toi pour la suite.